Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le module 7 de notre série de formations encore sur la virtualisation. Donc, comme je le disais, on verra le module 7 de notre formation intitulé Haute disponibilité et configuration avancée. Donc ici, ce sera le lieu de comprendre des thèmes très importants dans tout ce qui est options avancées de la virtualisation avec VMware. Des thèmes tels que la faute tolérance, la vMotion, la haute disponibilité, le DRS. Vraiment, tous ces thèmes-là, ce sera l'occasion de mieux les comprendre avant de passer à la partie pratique. Donc, c'est ici nous avons les rappels de nos différents objectifs. Donc, le module 7, haute disponibilité et configuration avancée. Donc, il faut savoir que ce module va comporter deux parties, comme d'habitude, une partie théorique et une partie pratique. Pour la partie théorique, on va d'abord définir, comme je le disais, tout ce qui est éléments importants, à savoir la faute tolérance, tout ça. Ce sont des thèmes qu'il est important de comprendre afin de pouvoir faciliter la partie lab. La première définition, c'est les différents composants de la haute disponibilité, c'est-à-dire l'étendue de la haute disponibilité. Il faut savoir que la haute disponibilité, c'est quoi? C'est d'abord la haute disponibilité permet la redondance des composants réseau. Quand je dis composants réseau, il s'agit de tout ce qui est serveur, tout ce qui est stockage, tout ce qui est machine virtuelle, tout ce qui est application, tout ce qui est réseau, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est équipement physique ou logiciel. Le but de la haute disponibilité, c'est de réduire le temps d'indisponibilité de nos services. Imaginez, vous mettez en place un serveur de messagerie ou par exemple, même vous arrivez au sein de votre structure, vous développez par exemple une application qui est hébergée sur un serveur par exemple. Et imaginez-vous que par exemple, cette application qui est en fait la pièce maîtresse même des services que vous fournissez, donc de tous les services que vous fournissez, arrive à tomber en panne. Donc, la haute disponibilité va permettre de, par exemple, la redondance au niveau de l'application en elle-même, mais également aussi des serveurs, des équipements physiques tels que les serveurs qui vont héberger cette application-là, ou par exemple, tout ce qui est stockage, les informations que nous allons stocker dans notre base de données, ou par exemple, tout ce qui est réseau même. Le but, c'est vraiment de réduire au maximum le temps d'indisponibilité des services que votre structure offre. Voilà, donc nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle la migration des machines virtuelles. Donc la migration d'abord c'est quoi? La migration c'est le fait de déplacer. Donc c'est le fait que la source et la destination ne soient pas les mêmes. C'est ça en fait la migration. Ça c'est de façon terre à terre. Une machine virtuelle qui est en fait un ensemble de fichiers a besoin d'être stocké quelque part. Ça c'est un. De deux, il a besoin d'être démarré parce que c'est une machine virtuelle. Elle va héberger des services, un service. Donc elle a besoin d'être démarrée sur un autre ou d'être pilotée depuis un autre, un ESI, etc. Donc je VMware par exemple, il est possible de migrer une machine virtuelle d'un autre à un autre hôte ou d'une banque de données, c'est-à-dire un data store à un autre data store, ou carrément les deux, c'est-à-dire migrer une machine virtuelle d'un autre à un autre hôte, et également d'une banque de données à une autre banque de données. Ça, ce sont les possibilités que VMware nous offre au niveau de tout ce qui est migration de machines virtuelles. Maintenant, chez VMware, il faut savoir qu'il existe trois types de migration. Nous avons d'abord la migration à froid. Qui dit migration à froid dit que les machines virtuelles sont éteintes, sont en état éteint. Nous avons également une notion très importante qui revient et qui à partir d'elle, certains services sont mis en place tels que le service DRS. La vMotion, c'est quoi? La vMotion, en fait, c'est juste le fait que les machines soient allumées. Donc, c'est la migration à chaud. On appelle ça la migration à chaud. C'est le fait que les machines soient migrées dans l'état allumé. En état allumé.
Voilà. Et enfin, le dernier type de migration, c'est le vSphere Storage vMotion. Le changement, le déplacement, la migration d'une machine virtuelle d'une banque de données à une autre banque de données en l'état allumé. Ici, nous allons voir le premier cas parce qu'on a dit que la migration concernait deux éléments très importants. Soit on migrait, on changeait une banque de données, on passait d'une banque de données à une autre banque de données, ou soit on passait d'un autre à un autre, ou carrément les deux. Donc, le premier cas, c'est la migration de stockage. Sur cette figure, nous avons un nœud ici qui héberge au fait des machines virtuelles là. Et ces machines virtuelles là sont stockées au fait sur un premier stockage qui est là. On appelle par exemple le SAN 1. En cas de panne de stockage, les VM migrent vers une autre banque de données. Lorsque les machines sont en état d'exécution, on parle alors de storage vMotion. Les avantages de la migration de stockage, c'est la source et la destination peuvent être différents, et dans le cas du storage vMotion, cela permet d'améliorer non seulement la maintenance de stockage, mais également de mettre à jour le stockage sans éteindre les machines virtuelles. Voilà, donc en cas de panne d'un hôte, les VM migrent vers d'autres hôtes. Lorsque les machines sont en état d'exécution, alors on parle de VMware vMotion. Cette vMotion permet d'utiliser de mettre en place des services tels que le DRS, dont le rôle est d'équilibrer au fait les machines virtuelles à travers plusieurs hôtes. Le cluster. Voilà, donc d'abord on va commencer par définir le cluster. Le cluster, qu'est-ce que c'est? Le cluster, c'est juste un regroupement d'hôtes. Le but est d'optimiser ou de gérer les ressources de l'ensemble d'hôtes qui composent au fait ce cluster-là. Donc, c'est juste un conteneur dont le but c'est d'optimiser ou gérer les ressources de l'ensemble d'hôtes qui composent notre cluster. C'est une notion très importante car elle offre diverses possibilités de configuration, telles que la configuration de la haute disponibilité, la configuration du service DRS. Cette image-là présente la haute disponibilité des machines virtuelles. C'est-à-dire, en cas de panne d'un hôte, c'est-à-dire par exemple, si vous voulez l'hôte 1, l'hôte central qui est ici, en cas de panne de ce hôte-là, la machine virtuelle qui était en cours d'exécution sur ce TE ici vont migrer directement sur l'hôte 2 par exemple et l'hôte 3. Donc vont tous migrer et pourront être redémarrés sur d'autres hôtes. La condition préalable pour mettre en place ce service-là, c'est que ces VM soient stockés sur un espace de stockage partagé, c'est-à-dire un espace de stockage accessible à tous les hôtes. Nous allons voir deux services importants, à savoir le DRS, le service DRS, le service DPM. DRS pour Distributed Resources Shoulder et DPM pour Distributed Power Management. Ces deux services au fait assurent l'équilibrage de charge au niveau de nos hôtes et offrent par la même occasion plusieurs autres options. Le DPM par contre ira jusqu'à migrer toutes les machines virtuelles des nôtres et éteindre cet hôte-là par la suite suivant un ensemble de critères. Donc le DPM optimise la consommation d'énergie lorsque les ressources sont basses ou durant les périodes avec des charges élevées. Voilà, donc c'est un peu ça la différence entre les deux. Donc les deux font normalement l'équilibrage de charge, mais le DPM ira plus loin. On va passer maintenant au VAP. C'est en fait un conteneur d'une ou de plusieurs VM. De la même manière, le cluster est un conteneur d'hôtes, c'est-à-dire contient plusieurs hôtes. Le VAP, lui, il va contenir une ou plusieurs VM.
Donc, c'est un groupe de machines virtuelles qui peut être géré en tant qu'objet unique. Les VApps simplifient la gestion des applications complexes et à plusieurs niveaux exécutées sur plusieurs machines virtuelles indépendantes. Les VApps ont les mêmes opérations de base que les machines virtuelles et les pools de ressources. Plusieurs options, par exemple les mêmes options que la ressource pool, les réservations et limitations de CPU, les réservations et limitations de RAM par exemple, sont des options qu'on retrouve dans les ressources pool qui sont faites par le VApp. Donc elle offre également des options telles que l'ordre de bootage. Un exemple pour l'ordre de bootage, supposons qu'une application entière utilise une base de données et un serveur web. Donc grâce au VApp, il aura la possibilité de démarrer d'abord le serveur de base de données avant le serveur web par exemple. Donc ça c'est un exemple typique de l'option de l'ordre de bootage que offre l'option VApp. Nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle les ressources pools. Il faut savoir que les ressources pools peuvent être définies sur 3 éléments, à savoir un node, un cluster ou des machines virtuelles. Sur un node ou un cluster autonome, les machines virtuelles permettent au fait de diviser de façon hiérarchique les ressources disponibles en CPU et en mémoire. Au niveau des machines virtuelles, plus besoin de définir les ressources sur chaque machine virtuelle. Au lieu de cela, vous pouvez maintenant gérer l'allocation des ressources sur l'ensemble des machines virtuelles en modifiant tout simplement les paramètres de leur pool de ressources. Nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle la full tolérance. La full tolérance est en fait la haute disponibilité au niveau la full tolérance offre la haute disponibilité au niveau des machines virtuelles. Cette option en fait permet de dupliquer une machine virtuelle et de la maintenir à jour. Ce qui fait qu'en cas d'indisponibilité de la machine virtuelle, la copie peut être utilisée afin de continuer le service. On va passer maintenant à la partie 2, qui porte sur les labs. Nous allons maintenant mettre en pratique tout ce qui a été dit, toutes les définitions qui ont été citées tout à l'heure. Nous allons passer maintenant à la mise en place de ces différents éléments. Nous allons débuter la partie lab avec la création d'un cluster. Comme je l'ai dit, un cluster en fait est un groupe d'hôtes. Il faut savoir que lorsque vous ajoutez une hôte à un cluster, les ressources en mémoire ou en CPU de l'hôte deviennent partie intégrante en fait des ressources d'un cluster. Donc le cluster en fait c'est quelque chose, le cluster contrôle les ressources de tous les hôtes qu'il contient. Pour créer un cluster, on viendra ici sur le centre de données et on va créer un cluster. Voilà. Je vais appeler cluster, je sais pas, cluster test par exemple. Ici, on parle d'activer un élément très important aussi, la vMotion compatibilité, donc la compatibilité en vMotion. La compatibilité améliorée de vMotion. L'option EVC va s'assurer que seuls les hôtes compatibles avec ceux du cluster peuvent être y ajoutés. Donc, je peux désactiver cette partie. Donc, la création de mon cluster est en cours. Je pense que c'est fini déjà. En résumé, on va voir un peu le tableau de bord. Je vois que j'ai juste on dit le DRS est désactivé, ça c'est désactivé, la haute disponibilité désactivée, le mode EVC également, comme je l'ai dit, il est désactivé. Et ici, ce qu'on retient ici, c'est total ressources CPU, total mémoire. Donc, comme je l'ai dit, le cluster permettait de gérer au fait les ressources de tous les autres qu'il contient. Donc là, on n'a aucune information, c'est clair. Dans la partie résumée, il n'y a rien. Il n'y a pas de machine virtuelle, il n'y a pas d'autres. Donc, on va rajouter maintenant nos différents hôtes. On va glisser déposer ici. Voilà. On a constaté que fait, les ressources du cluster étaient égales à 0. Ici, on constate que les ressources
On a maintenant le CPU 9 Go, mémoire 5 Go, la capacité de stockage 115. On va vérifier les machines virtuelles. Voilà les deux machines virtuelles qui sont là. Les autres, il s'agit de EC1 et EC2. Donc la location, on a la capacité totale en mémoire. On a 2400 en mémoire. Et en CPU, on a 7000. On a 7000. Donc, c'est bon. On a ici le tableau de bord est plus parlant. On a le stockage qui est en fait le stockage qui est commun à les stockages de l'EC1 et de l'EC2 qui apparaissent ici. On a la ressource CPU, mémoire, espace de stockage total, le nombre d'ordres, le nombre de processeurs, le nombre de machines virtuelles, est-ce que la Vmotion est activée, tout ça. Le tableau de bord est beaucoup plus parlant. Voilà. Donc, comme je le disais, grâce au cluster, on pourra activer des fonctionnalités telles que DRS ou la haute disponibilité. On va parler de la migration. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il existait plusieurs types de migration. La migration à froid, à chaud, en pause. On va essayer de migrer maintenant ce serveur-là, le serveur Linux, sur un espace de stockage partagé, qui est le SAN. On a parlé des différents types de migration. J'ai dit qu'on pouvait changer d'autres. On fait changer d'autres à une machine virtuelle. Je fais changer de banque de données ou les deux. Pour pouvoir faire changer l'autre et la banque de données en même temps, il faudrait que la machine soit éteinte. C'est ce qui est spécifié ici. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire le storage Vmotion, c'est-à-dire qu'on a pu déplacer la machine serveur Linux d'une banque de données, le Datastore 1, à une autre banque de données, le SAN 2. Nous allons passer maintenant à la Vmotion. C'est le déplacement d'une machine virtuelle d'un autre hôte à un autre hôte. On va faire un constat. Par exemple, pour le VM Linux, on voit qu'il est hébergé sur le C1 et il est sur le Datastore 1. On va essayer de le migrer, de le migrer. Voilà, on va choisir l'option changer l'autre. Il est sur le 1, on prend le 2.
Ici, on remarquera quelque chose de très important. On verra une erreur en fait. Une erreur va s'afficher. Erreur système général s'est produite, invalid fault. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Tout simplement parce que le VM Linux est stocké sur le disque dur de l'EC1. Il n'est pas présent sur un espace de stockage partagé ou un espace de stockage qui soit accessible aux deux hôtes. Ici, on va faire le même test avec le serveur Linux. On sait que le serveur Linux, il est sur le site 2, mais également il est présent sur le SAN 2. Le SAN 2 qui est le stockage accessible à les deux hôtes. Donc, quand on fait migrer, on va constater que notre serveur Linux est passé de l'ESI 2 à l'ESI 1 et il est toujours présent sur le SAN 2. Voilà, donc il faut savoir que la vMotion a été possible tout simplement parce que notre serveur Linux était présent sur le SAN 2. Voilà. Donc on va passer maintenant à la partie aux disponibilités. Voilà, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Moi, je l'avais déjà activé, c'est pourquoi on n'a pas eu d'erreur. Mais avant de faire la vMotion ou le storage vMotion, il faudrait d'abord l'option vMotion soit activée. Donc, je viens sur chaque ici et je viens ici. Et ici, moi, j'ai choisi, j'ai créé au fait, j'ai créé un port standard que j'appelais vMotion. Mais également, je pense que c'est ici que je l'ai activé. Voilà, c'est ici que je l'ai activé. Attendez, je vérifie quelque chose. La vMotion elle est désactivée, donc j'ai créé ici un autre port vSwitch que j'appelais vMotion pour la gestion de tout ce qui est vMotion. Un vSwitch de type avec un port vmkernel et avec cette adresse là qui est la même, qui est dans le même réseau que mon réseau LAN. Dans les propriétés de mon port, j'ai activé la vMotion. Voilà, la vMotion est activée. Vous voyez, la vMotion elle est activée. La vMotion est activée, donc maintenant je pourrais maintenant faire la migration. Si elle n'était pas activée, ce serait impossible de faire la migration à chaud, donc de faire la vMotion. Voilà. On va maintenant activer ce qu'on appelle la haute disponibilité. Donc là, on a vu que j'ai pu faire la migration de CV Linux d'un hôte à un autre hôte et d'une banque de données à une banque de données. Pourquoi? Tout simplement parce que cette migration était manuelle. On va faire un test, on va activer la partie, l'option aux disponibilités sur notre cluster. Là, on constate, on voit la configuration de vSphere à haute disponibilité sur les deux ici. On vient d'activer la haute disponibilité. Donc, on va vérifier. Dans le résumé ici de notre cluster, on voit vSphere haute disponibilité actif. Voilà. Et on verra encore un tableau de bord qui va s'afficher ici. Il y a des paramètres, on a la possibilité de laisser des paramètres par défaut, soit la surveillance d'ordre, la surveillance de machines virtuelles, la surveillance d'applications, tout ça. On a la possibilité de configurer tout ça. Pour des questions de test, nous avons installé une troisième machine virtuelle qu'on appelait le Windows 8.
Nous remarquerons que la haute disponibilité, devant l'état de la haute disponibilité, il est marqué protégé. Et sur cette machine, nous avons installé également les VM Tools sans lesquels la migration automatique n'est pas possible. Nous allons vérifier l'état maintenant de notre EEC. Dans le cas de la haute disponibilité ici, nous allons assister à l'élection entre nos deux hôtes. Un hôte qui sera nommé maître et un autre qui sera appelé esclave. Donc, si le C1 qui est le maître ici tombe en panne, toutes les machines vont redémarrer sur le C2 qui prend automatiquement la relève. Nous allons remarquer que le C1 est en état connecté et il est marqué devant la haute disponibilité, il est marqué le maître. Donc ici, c'est le C1 qui est maître dans notre cluster. Et nous allons vérifier les mêmes informations sur le C2. Voilà, on voit également qu'il est marqué connecté et cette fois-ci, c'est l'hyperviseur esclave. Nous allons maintenant passer au test de la haute disponibilité, c'est-à-dire nous allons éteindre le C1. Vu que la machine Windows 8 est présente est hébergée sur le C1, nous allons donc éteindre le C1 et nous allons voir est-ce que notre machine Windows 8 va-t-elle démarrer va-t-elle redémarrer sur le C2. Voilà, donc nous allons éteindre le C1, carrément l'éteindre. Et nous allons observer quelques secondes, quelques minutes pour voir l'hyperviseur sur lequel notre Windows 8 va redémarrer. Voilà, on voit que le C1 est déconnecté. Voilà. On remarque que notre machine Windows 8 a redémarré après quelques minutes d'observation, a redémarré sur le site 2. Il est toujours en mode protégé. Donc, nous avons remarqué que le test de notre haute disponibilité s'est bien passé, s'est effectué avec succès et que notre Windows 8 a redémarré sur le site 2 avec succès. Nous allons passer maintenant à la dernière partie, la partie DRS, l'équilibrage de charge. Donc là, nous allons faire un clic droit sur notre cluster et là, bon, je l'ai déjà fait, nous allons activer la fonctionnalité DRS. Donc, nous allons cette fois-ci, comme je l'ai dit, équilibrer les machines sur nos différents EEC. Nous allons donc redémarrer le C1 pour pouvoir faire le test de l'équilibrage de charge. Si vous remarquez bien sur le tableau de bord, nous avons un autre tableau de bord qui s'est rajouté, le tableau de bord DRS qui s'est rajouté. Et il est écrit quelque part ici équilibré. Mais nous allons d'abord redémarrer le C1 et nous allons voir tout ça ensemble. Nous allons passer maintenant à la configuration des options de l'option DRS.
Donc, on voit, comme je le disais tout à l'heure, sur notre tableau, un autre tableau de bord qui se rajoute dans la partie cluster. Et c'est qu'il faut, bon, pour la lecture, il faut juste retenir qu'il est écrit quelque part en vert, il est marqué charge équilibrée. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et juste en haut, ce sont les options qu'on a eu à configurer tout à l'heure, on a eu à paramétrer tout à l'heure. Ce sont différents paramètres que nous avons eu à configurer tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, ce qu'on a couvert dans cette vidéo, nous avons couvert plusieurs options, plusieurs thèmes. Les thèmes tels que les ressources pool, le VAP, le DPM, le DRS, la haute disponibilité, le cluster, la vMotion et la faute tolérance. Donc, merci pour votre attention. On espère que cette vidéo vous a été très utile. Vous avez beaucoup apprécié. Et nous, en tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous sur ces différents thèmes très importants dans le domaine de la virtualisation. Donc, merci à vous et à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.